Salut Tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir un sujet brûlant, la confiance en soi. Juste avant je vous rappelle que si les vidéos vous plaisent, s'il vous plaît abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Et cliquez sur la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. C'est parti, la confiance en soi, le mythe. Tout le monde en parle, dès qu'on parle de préparation mentale, tout le monde n'a que ce mot à la bouche. J'ai perdu confiance, mais là j'avais confiance. Contre cet adversaire, de toute façon j'ai confiance, j'ai pas confiance, etc. Tout le monde ne jure que par ça. C'est la demande principale en préparation mentale. J'ai perdu confiance, j'aimerais retrouver confiance. Les seules autres demandes, c'est je suis un peu stressé, voilà, j'ai du mal à gérer le stress. Mais sinon, tout le monde me parle de confiance en soi à longueur de journée. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que personne n'est d'accord en préparation mentale, il n'y a pas de consensus, il y a deux avis complètement opposés à ce sujet. D'un côté, il y a ceux qui disent que la confiance en soi n'existe pas, elle est complètement irréelle, c'est que du vent. Pour dire ça, ils se basent sur le fait que on peut très bien avoir confiance dans un match et puis le perdre quand même. Et inversement, il y a plein de fois où on se dit « Ah, j'ai pas confiance, je vais perdre » et puis finalement, on a gagné quand même. Donc pour eux, ça n'a pas vraiment de sens d'être confiant, pas confiant. Ils s'en foutent royalement de la confiance en soi. Ils n'ont pas besoin de la travailler. Pour eux, ça n'existe pas. Et à l'inverse, il y a ceux qui sont à l'opposé, qui pour eux, la confiance en soi, c'est tout. C'est vraiment le plus important de la performance. C'est vraiment le Graal du coach, enfin du joueur, pardon. Et si vous avez vu la vidéo précédente, comment élaborer son modèle de performance mentale, vous connaissez mon opinion. Je fais partie de ceux qui pensent que la confiance en soi est importante. Je l'ai vécu en tant que joueur. J'ai joué pendant plus de 20 ans. J'ai pendant de très nombreuses années eu confiance en moi. Et je me souviens, une année, j'arrivais sur le terrain, je savais que j'allais gagner. J'étais 15-1, je gagnais à 4-6, j'étais plus fort que mon classement. J'arrivais sur le terrain, j'avais confiance, même si je perdais le premier set. J'étais serein, je savais que j'allais gagner. Et j'ai gagné quasiment tous mes matchs cette année-là. J'étais en surconfiance. J'étais très confiant. Je connaissais mon jeu à la perfection. Je savais ce que je valais. Voilà, j'étais super confiant. J'ai quasiment tout gagné. Et il m'est arrivé une année, longtemps après, parce que là, c'était quand j'étais jeune, j'avais 15-16 ans. Et ça m'est arrivé longtemps après, à la suite de blessures, d'arrêts pendant plusieurs années. Une année, j'avais pas du tout confiance. J'arrivais sur le terrain, j'avais l'impression que j'allais perdre. Et j'ai persisté, j'ai voulu persister. Je me suis dit non, mais je vais faire des matchs. J'ai fait 10 tournois d'affilée. J'ai pris 10 firsts. Et c'était très compliqué pour moi. J'ai enchaîné ensuite, j'ai repris 5-6 tournois de plus et j'ai refait que des firsts. Je crois que cette année-là, j'ai quasiment tout perdu. C'était incroyable. Et j'arrivais sur le terrain, je sentais que j'allais perdre. Et la majorité du temps, je perdais parce que j'avais pas le niveau, j'en mettais pas une. Je sentais que j'étais au-dessus de l'adversaire, mais j'en mettais pas une. J'arrivais pas à mettre une balle dans le terrain, c'était dingue. J'arrivais même plus à faire un coup droit lifté. Je voulais faire que des coups droits coupés, tellement que j'étais crispé en coup droit. J'arrivais plus du tout à jouer. Et inversement, les rares fois où je menais, j'avais des balles de 7, et impossible de gagner, je menais 4-1, mais impossible de gagner un match, c'était la folie. Donc je suis désolé, mais mon expérience me dit que la confiance en soi, ça existe, et que ça a une influence sur la performance. Donc pour nuancer tout ça, je pense que c'est mon opinion personnelle, je vous encourage à faire votre propre opinion. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous, si la confiance existe ou pas. Personnellement, je pense que la confiance n'est pas un gage de réussite, c'est pas parce qu'on a confiance qu'on va forcément réussir, mais ne pas avoir du tout confiance en soi, c'est quand même un handicap. Si on croit, notre croyance va quand même influencer notre performance. Si on croit qu'on va rater, eh ben on a de plus grande chance de rater. Si on croit qu'on va réussir, on a de plus grandes chances de réussir. Et c'est pour ça que Tsonga a dit une fois, on lui a dit mais vous n'avez pas la grosse tête un peu de dire vous allez gagner tout le temps, et il a dit vous savez, c'est pas une question de grosse tête, c'est une question de quand on arrive sur le terrain, on se doit d'être confiant pour gagner le match. Si on ne se croit pas capable de gagner le match, ça sert à rien de rentrer sur le terrain, c'est notre job d'être confiant, c'est notre boulot. Et autant j'aime pas toujours ce que dit Tsonga, mais ce jour-là, j'ai vraiment adoré ce qu'il a dit. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec lui. Si on rentre sur le terrain, c'est pas pour dire oh je vais perdre. Non, c'est pour essayer de gagner. C'est pour se dire, voilà, je suis là, je peux gagner. Maintenant, évidemment, je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre la surconfiance et la sous-confiance. Je pense que le mieux, c'est d'être réaliste. Et d'ailleurs, c'est l'état de flow, cet état, vous savez, où on est sur un nuage, la zone, où on joue à la perfection, on a l'impression de voir les choses en avance, que tout est au ralenti, que nos émotions sont incroyables. Et bien cet état de flow, on a déterminé que pour l'obtenir, c'était plus facile lorsqu'il y avait un challenge, donc la situation était très difficile, mais qu'on avait confiance en nos capacités pour réussir. S'il y a un de ces deux éléments qui chute, on n'est pas dans l'état de zone. Si jamais on manque de confiance en nous, du coup on l'atteint pas cette zone, on joue mal. Et inversement, si on a surconfiance en nos capacités, mais que l'environnement n'est pas assez challengeant, est trop facile, trop mou, et du coup on n'y arrive pas non plus. Et c'est pour ça que certaines personnes sont aussi très stressées quand ils jouent en contre. Il y en a, quand ils jouent en contre, ils sont super stressés, ils n'y arrivent pas, ils sont tendus, alors que quand ils jouent au-dessus,
bah du coup c'est que du bonus, il n'y a aucune pression, même si on perd ça fait rien. Donc du coup il y en a voilà comme ça qui ont du mal à gérer en dessous. Et il y en a c'est l'inverse, hein. Dès que c'est en dessous ça va, ils gèrent parce qu'ils savent qu'ils peuvent gagner. Par contre dès qu'il faut gagner au-dessus ils se sentent pas légitimes et du coup c'est plus difficile. Bref, voilà mon point de vue pour vous dire que je pense que la confiance en soi existe. Maintenant, comment travailler la confiance en soi? Donc d'après Target, la confiance en soi n'est qu'une résultante de toutes les capacités mentales, donc il faut développer le reste pour pouvoir développer la confiance en soi. Je ne suis pas d'accord, je pense que la confiance en soi, c'est une croyance. C'est la croyance dans le fait qu'on va réussir. Et cette croyance, donc il faut en fait travailler sur les croyances. Et ces croyances, elles s'auto-alimentent en permanence en fonction de ce qu'on fait. Donc imaginons, je perds un match, 2 matchs, 3 matchs, en jouant très mal, et bien du coup, bilan, j'ai l'impression que je joue mal, je fais plein de doubles fautes, etc. Donc du coup, bah, j'alimente ma croyance que je ne suis pas capable de gagner un match, que je suis mauvais. Et du coup, inconsciemment, je vais mettre en place des mouvements qui vont me pénaliser pour perdre le match. À un moment où je devrais gagner le point, un point très important, je vais trembler et du coup, je vais mettre la balle dans le filet et du coup, ça va auto-alimenter ma croyance. Et c'est le principe des croyances, c'est justement ce fait qu'on s'auto-alimente, ce sont des prophéties auto-réalisées. Quand on croit quelque chose, on croit qu'on est fort, et bah du coup, on va se libérer, on va se relâcher et inconsciemment, on va augmenter nos compétences. Et à chaque action qui nous arrive, ça peut être un service, et bah du coup, on a une croyance qui vient. Donc les croyances, elles peuvent se créer à partir des actions. J'aime bien d'ailleurs cette image de je fais une double faute. Donc du coup, dans mon dialogue interne, je dis « Oulala, j'ai mal servi ». Mais le « j'ai mal servi » se transforme en « je suis un mauvais serveur ». Et le « je suis un mauvais serveur » se transforme en « je suis nul au tennis ». Et le « je suis nul au tennis » se transforme en « je suis nul tout court ». Et c'est ce qui arrive souvent. Donc pour travailler ça, en fait, il faut travailler sur notre interprétation de la réalité. Tout est une question d'interprétation. Un même résultat, deux personnes vont l'interpréter différemment. Le même résultat, il y a une personne qui va dire bah, « écoute, c'est pas si mal finalement, c'est bien, je vaux 14 sur 20, donc je suis très content, c'est beaucoup plus que ce que j'espérais. » Et l'autre personne va dire « ouh là là, il y a un petit défaut quand même encore, ça va pas du tout, je suis complètement nul, il faut absolument que je règle ce petit défaut, ce petit détail technique. » Donc en fonction d'un même résultat, on interprète tous de manière différente. Et c'est là où on va pouvoir travailler sur les croyances. Déjà, on va essayer d'être un peu plus sur la réalité parce qu'on interprète. Donc quand quelqu'un me dit « ah moi j'ai fait 40 doubles fautes en match », première chose, il faut être précis. 40 doubles, t'es sûr? Du coup, il faut savoir combien... Ah bah finalement, quand on regarde le match, il en a fait que 7. Ça n'a rien à voir avec 40. Ok, il peut dire « ah 7 c'est encore beaucoup, c'est encore un autre débat », mais d'abord il y a la réalité. Donc il faut arrêter d'interpréter et de faire dans nos fantasmes. Il faut être réel, s'occuper des faits. Et ça, c'est très difficile. Ensuite, par rapport aux faits, il faut éviter de généraliser. J'ai un mauvais service, je joue mal à un instant T, ça se traduit par je joue mal tout le temps. En général, je suis quelqu'un de mauvais. Ça s'appelle une généralisation. Donc cette généralisation, on doit vraiment la travailler. Donc c'est ce que je fais en coaching mental quand j'ai une personne, on est en discussion et du coup je lui signale, attention là tu fais une généralisation, etc. Donc il y a la distorsion comme j'ai dit au début, la généralisation et il y a aussi l'occultation. L'occultation c'est quoi? C'est quand on oublie qu'on a réussi des trucs. Bah voilà, j'ai fait 9 doubles fautes, j'ai aussi servi 95 fois super bien, mais ça n'a, je le retiens pas, je retiens que le négatif. Donc il faut essayer de faire pencher la balance un peu dans les deux cas. Et j'ai une image à vous donner, je dis souvent, hein, la confiance, c'est un petit panier avec nous et du coup il y a deux choses qui rentrent dedans, il y a le positif et le négatif et du coup il faut équilibrer les deux. Si on a que du positif, bon bah peut-être qu'on est surconfiant, mais je pense qu'il faut plus de positif que de négatif. Par contre si on a trop de négatif, et ben c'est compliqué. Et en général nous on met que du négatif. Ah oui j'ai loupé ça, c'est nul. Ah j'ai fait une double faute. Et on n'arrête pas de remplir notre panier de négatif. Et quand il y a un truc positif, on ne le retient pas. Donc je pense qu'il faut se concentrer émotionnellement sur ce qu'on retient, sur ce qu'on réussit. J'aime bien cette image aussi du on répète que les émotions qu'on a. En fait on est complètement dépendant des émotions. Tout ce qu'on fait, c'est pour avoir des émotions. On ne s'en rend pas forcément compte consciemment, mais on veut vivre des émotions. C'est notre seul objectif, c'est pour ça qu'on fait des matchs, c'est pour ça qu'on fait de la compétition, et on veut des émotions. Et on préfère une émotion négative à une absence d'émotion. C'est un peu notre drogue. On veut absolument une émotion. Du coup, si on se focalise émotionnellement sur quelque chose, ah c'est nul, ah ma double faute, ah je suis pas bon, oh là là, c'est nul ce jeu de jambes. Et bien du coup on met de l'émotionnel négatif et qu'est-ce qui se passe? Et ben on répète ça et du coup on va le reproduire. C'est pour ça que quand on se focalise sur quelque chose de manière émotionnelle, on a tendance à le refaire. Si je me focalise sur mes doubles fautes, et ben je vais faire encore plus de doubles fautes tout au long du match. Et c'est là où du coup j'aime bien l'image de Tsonga. Il vaut mieux être confiant que lucide. Attention, c'est bien d'être réaliste, mais des fois il vaut mieux occulter un peu nos défauts, se concentrer que sur le positif,
tant pis si on n'est pas réaliste, on sera plus performant que si on est réaliste. Si on est réaliste, on voit le positif, le négatif, mais du coup, il y a quand même cet émotionnel négatif. Si on arrive à occulter totalement l'émotionnel négatif, on va être beaucoup plus sur des trucs positifs. Et donc du coup, il en découle deux conséquences. Je vous conseille quand il y a un truc négatif, parce qu'il ne faut pas non plus ne rien faire quand c'est négatif. Il y en a, ils sont surconfiants, ils zappent, et je vois plein de gens qui ne se remettent pas en question. Donc quand il y a du négatif, moi ce que je fais, c'est que j'analyse comme un robot, en mode j'analyse, analyse. Alors oui, du coup, là j'ai loupé, donc il faudrait que j'améliore ça. Donc du coup, mais je suis pas du tout négatif émotionnellement, je suis pas en mode oh là là, ça m'énerve. Non, voilà, c'est un fait. C'est un fait, j'ai loupé, j'ai fait des doubles fautes, conséquence, il faut que j'aille m'entraîner au service, point. Enfin, c'est tout, il n'y a pas besoin de s'énerver pour ça. J'ai fait un match de merde, et ben voilà, ça arrive à tout le monde, je suis humain, ça, effectivement. Donc du coup, bah, je vais continuer à travailler. Et à l'inverse, quand il y a quelque chose de positif qui nous arrive, il faut le souligner émotionnellement. Et c'est là aussi un point faible qu'on a, c'est qu'on ne souligne pas émotionnellement ce qu'on fait bien. En général, on réussit un truc, pour nous, c'est soit normal, ah oui, mais bon, ça c'est la routine, quoi. Enfin, c'est normal, quoi. Moi, j'ai loupé, j'ai fait ma double faute, quoi. Donc du coup, on met pas d'émotionnel sur le positif. Ou alors, on est en mode c'est de la chance. Ah non, mais là, c'est de la chance. Ah non, mais j'ai réussi. Oui, mais c'est la chance du débutant. Ah oui, j'ai réussi 3 coups droits, mais bon, il y en a eu 3 sur 27, donc voilà, ça compte pas. Eh ben non, chaque chose est positive, est importante. Je vous conseille de mettre de l'émotionnel sur du positif, et c'est super important. Et c'est d'ailleurs ce que personne comprend dans ma stratégie, dans ma psychologie. J'ai été au STAPS, j'ai étudié tous les trucs de psychologie, j'ai fait de la préparation mentale, et tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut se concentrer sur ses points forts et non pas sur ses points faibles. Au tennis, c'est exactement la même chose. Si on se concentre sur ses points forts, on va être beaucoup plus fort que si on se concentre sur ses points faibles. Si on se concentre sur ses points faibles, on va être très limité, alors que les points forts, on va être beaucoup plus haut. Et c'est ma stratégie d'apprentissage. Il faut se concentrer sur le positif. Un gamin, s'il sait rien faire mais qui sait faire un coup droit, je vais lui faire que du coup droit et il va développer sa compétence à partir de son point fort. Alors que si quelqu'un sait tout faire mais qu'il a un point faible et qu'on se dit « Oh là là, on va travailler ton point faible, comme ça tu seras imbattable », et bien qu'est-ce qui va se passer? Il va se focaliser sur le négatif, sur son point faible, et du coup il va pas être motivé, il va se bloquer, il va avoir des freins et il progressera beaucoup moins. Donc tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut se concentrer sur les points forts. C'est un consensus universel sur tous les bouquins que j'ai lus, c'est le résumé vraiment que je retiens. Et c'est ce que personne ne fait concrètement en tant que joueur. Les joueurs, tout le monde me dit la même chose. Mais Maurice, il faut bien que je me concentre sur mes points négatifs si je veux progresser. Jamais je progresserai sinon. Et je suis pas d'accord. Effectivement, de temps en temps, on peut travailler les points faibles. Je suis d'accord. Mais il ne faut pas faire que ça tout le temps. Et c'est ce que font tous les gens. On se concentre que sur ça toute l'année. Et on travaille jamais ses points forts. On n'a jamais de points forts qui nous aident. Donc c'est la priorité. Travaillez vos points forts. Soulignez le positif. Soyez optimiste, voyez le bon côté des choses. Et c'est aussi encore une petite histoire sur le fait que... Il y a une légende qui dit que quand on était homme de Cro-Magnon, et ben du coup on avait besoin du négatif, parce que s'il y avait un lion qui promenait, et ben on mourait tout simplement. Donc du coup le négatif était beaucoup plus important que le positif. Le positif on n'avait pas forcément besoin. Et c'est resté dans notre ADN de souligner le négatif. Dès qu'il y a un petit point négatif, ça prend une place monstre dans notre tête, alors que le positif, on a du mal à le retenir. Donc la légende dit que c'est génétique, hein, c'est notre évolution qui veut ça. Et par caricature, par consensus, moi je dis qu'un point négatif, ça vaut 3 fois un point positif. Donc quand vous faites un bilan négatif, il faut faire 3 fois le bilan positif. C'est la technique aussi du fameux sandwich, le bilan d'après-match. C'est une technique qui existe. Donc en fait, on fait un sandwich, il y a du pain, le jambon et du pain. Donc premier pain, ça doit être du positif. Donc la première chose qu'il faut dire à quelqu'un quand on fait un bilan, c'est tout ce qu'il a réussi. C'est le plus important, qu'est-ce qu'il a réussi. Ensuite, évidemment, il faut progresser. Donc on va lui donner non pas les points faibles, mais les points à améliorer. Ah ben là, tu aurais pu faire ça, tu pourrais faire mieux, donc on lui donne, c'est le milieu. Et ensuite, dernière tranche, on conclut le bilan soit par d'autres points positifs, ou soit par les objectifs à venir. Alors maintenant, voilà, l'objectif c'est d'atteindre ça. Maintenant, le but ce serait de réussir ceci, cela. Et du coup, on met 2 positifs pour 1 négatif. Et du coup, ça compense un petit peu. On en revient toujours avec notre image du panier. On met un truc négatif, et bien du coup, tout de suite, il est rempli. Alors qu'il faut en mettre beaucoup du positif pour que ça s'équilibre. Donc du coup, soyez vigilants là-dessus, restez un peu plus sur du positif. Évidemment, petit aparté, si on met que du positif, ça va pas non plus. C'est tout va bien, je fuis les problèmes, je fuis la réalité. Je suis complètement en dehors des réalités. C'est pas bon non plus d'être que sur du positif. Et c'est ce qu'ont peur les gens d'ailleurs. À chaque fois ils me disent « Ah mais si je me concentre sur le positif, moi j'ai peur de stagner, de pas progresser, de ne pas me pousser à fond, d'être un peu feignant, etc. » Donc je vous rassure, si vous avez cet état d'esprit, c'est que vous n'en êtes pas encore là. Donc construisez du positif, évidemment, voilà, et ne soyez pas dans le déni, soyez quand même dans la réalité. Et j'aime bien cette image du voilier. L'optimiste laisse ses voiles en attendant que le vent change. Le négatif se plaint que le vent ça va pas et il enlève les voiles en disant « De toute façon j'aurai du vent négatif ».
Et le réaliste ajuste ses voiles en fonction du vent. Quand il y a du vent, il le met. Quand il n'y en a pas, il l'enlève. Et il s'ajuste en permanence. Il n'a aucune croyance. Et c'est un peu ma conclusion. Je pense qu'il vaut mieux être positif que négatif. Mais dans l'absolu, je pense que le mieux, c'est d'avoir aucune croyance, aucune interprétation de la réalité. On voit quelque chose, on est dans le présent. Pas besoin de réfléchir. Ah oui, mais de toute façon, j'ai loupé ce service, mais ça me rappelle que j'en ai loupé 100, etc. Le mieux, c'est d'avoir aucune croyance, d'être dans l'instant présent et d'avoir aucune pensée. Bon, c'est un peu utopique, c'est très difficile, ça s'appelle la zone. Bon voilà, le travail de croyance, c'est très important pour la confiance. Je vous ai donné quand même toutes mes billes, tout ce que je savais. La vidéo est très longue, mais ça fait rien. Je trouve que c'est un sujet tellement important, la confiance en soi, que j'ai essayé de mettre tout mon cœur, toutes mes connaissances, tout ce que je savais pour vous les donner. Donc au-delà des croyances, parce que c'est le cœur du truc, on peut travailler la confiance en soi de manière un peu plus superficielle, mais elle risque de pas forcément bouger. Donc les superficielles, c'est travailler sur la respiration. Évidemment, quand on manque de confiance, on va développer une respiration un peu crispée, donc on va essayer d'agrandir la respiration, de souffler pour relâcher le corps. Le relâchement du corps va nous permettre d'être plus optimal. Il y a le travail du dialogue interne, bien sûr, en match. On observe qu'on a du négatif, du coup on va transformer nos pensées négatives. Oh là là, je risque de faire la double faute parce que c'est une balle de break, parce que je ne sais jamais gérer les points importants. On change cette pensée, même si ça nous paraît un mensonge au début parce qu'on n'y croit pas vraiment, on va la changer et petit à petit, par habitude, ça va devenir réel. Du coup, ça va être non, je sais bien gérer la pression. Là, je vais faire un gros service. Première balle, première balle, première balle. J'ai d'ailleurs une anecdote à ce sujet. Quand j'avais 14 ans, j'ai toujours été petit, j'étais pas un gros serveur et j'avais un ami qui était gros serveur. Et un jour, on a fait un double ensemble. Et je me souviens que sur un de ces jeux de service, il était mené 0,40. Et moi, dans ma tête, la première chose que j'ai pensé, c'est aïe aïe aïe, 0,40. Si c'était moi, je ferais une première balle, une première deuxième pour assurer. Surtout ne pas faire la double. Surtout ne pas faire la double, c'est trop dangereux. Et je l'entends qui murmure ace, 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 ace. Je dis bon, c'est un gros serveur, ok. Il loupe complètement sa première, elle passe complètement, enfin pas du tout dans le terrain, deuxième balle. Et je l'entends qui murmure ace, ace, ace. Et là, je suis vachement stressé, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible, il va pas frapper une balle à 10 000 sur deuxième, on va perdre le jeu, c'est un truc de dingue. Il a mis 3 aces d'affilée et il est revenu à 40A. Et ce jour-là, j'ai compris le pouvoir des croyances. Et je me suis dit, mais jamais je réfléchis comme ça, moi. Et le match suivant, j'ai essayé de faire que des premières en me disant, je suis un gros serveur, je vais mettre que des premières. Et ben vous savez quoi? J'ai mieux servi que d'habitude. Alors, j'étais pas non plus au niveau de mon copain, mais en tout cas, voilà, ça m'a aidé. Donc voilà, le travail des pensées est hyper important en cours de match. Donc respiration, dialogue interne. Un exercice qui est assez efficace aussi, c'est la visualisation, l'imagerie. On s'imagine en train de réussir. Imaginons j'ai du mal à parler en public, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal, ou j'ai du mal à jouer sous la pression quand il y a des gens qui me regardent. Et ben du coup, je m'imagine en train de jouer face à des gens. Donc la première fois, la qualité de mon image n'est pas bonne, donc c'est un travail encore différent de qualité de l'image. Une fois que j'ai la bonne qualité de l'image parce que je me suis entraîné, il faut réussir à s'imaginer en train de réussir. Ça, c'est pas facile. Il y en a, ils n'y arrivent pas. Ils s'imaginent forcément en train de chuter, en train d'échouer. Une fois qu'on a réussi, eh ben, je le répète tellement souvent que du coup, l'inconscient va le retenir et le jour où la situation réelle va arriver, on sera déjà à l'aise parce qu'on l'aura déjà vu à l'avance. Donc c'est un très bon travail, l'imagerie. Et il y a aussi la technique de l'ancrage que j'adore. Technique de l'ancrage, c'est associer une émotion à un geste. Donc imaginons à chaque fois qu'on est en situation de confiance, on va par exemple serrer le poing. Et à chaque fois qu'on va serrer le poing, on va essayer d'associer l'émotion à l'ancrage. Alors évidemment, sur une fois, ça ne va pas marcher, mais si vous le faites 10 fois, 100 fois, 1000 fois, au bout de 1000 fois, ça va marcher. Ce qui veut dire que si on le travaille en amont, qu'on l'a fait vraiment, 1000 fois, le jour où on est dans une situation de stress et on n'a pas confiance en nous, le fait de se concentrer, de serrer le poing, instantanément la confiance va revenir. Instantanément, l'émotion qu'on a travaillée va nous percuter de plein fouet et on sera super confiant. C'est un travail très très long et très difficile à mettre en place. En général, on a du mal à s'y tenir parce que c'est très difficile et très long. Mais quel bénéfice je l'ai fait et c'est un truc de fou de changer instantanément ses émotions grâce à l'ancrage. Un autre travail qu'on peut faire rapidement, c'est la technique du zapping mental, j'adore. Donc le zapping, c'est essayer de changer de chaîne dans la tête. Donc pour ça, bien sûr, on s'entraîne au préalable. Donc en général, quand on est triste ou manque de confiance, on a le regard au sol, on a les épaules rentrées, on est un peu mou. Bref, il y a une attitude corporelle qui se dégage et puis bien sûr, on a un certain type de pensée. Le but, c'est de s'entraîner à l'avance. Une fois qu'on appuie sur le bouton zapping, hop, tout d'un coup, on relève les yeux vers le ciel, on relève les épaules, on bombe le torse et on a des pensées positives. Et pareil, le fait de le travailler en s'imaginant un zapping, donc il faut beaucoup de travail, et bien le jour du match, c'est la même chose. Au moment où on n'est pas bien, on s'en rend compte, on dit « Ouh là là, prise de conscience, attention, je suis dans ma chaîne négative ». Tac, on change de scène
de chaîne et tout de suite, on est beaucoup mieux, on est beaucoup plus positif. Donc c'est un travail, je rappelle, c'est un entraînement mental, hein, c'est pas de la magie. Mais voilà, c'est super efficace, j'adore le zapping mental. Et un petit mot très rapide sur les routines de concentration. Effectivement, le fait de se concentrer, ça va nous aider à gérer cette confiance. C'est vrai que c'est un peu la gestion des émotions, c'est un peu lié, mais voilà, quand on manque de confiance, des fois, et bah, du coup, le fait de retrouver sur des trucs qu'on maîtrise, la routine de concentration, on fait toujours la même chose, c'est ce que fait Nadal, ses chaussettes, les cheveux qu'il a plu, le bandana, le slip, etc. C'est un moyen de se remettre en confiance. C'est un peu la technique de l'ancrage, hein, de se remettre en position de ce qu'on sait faire, zone de maîtrise. Et puis, si vraiment rien ne marche, eh ben, le mieux, c'est de changer ses objectifs en objectifs de maîtrise. Parce qu'en fait, le manque de confiance, ça vient de l'incertitude. C'est ça le tennis, c'est ça le cœur du problème, c'est qu'on ne sait pas si on va gagner, on ne sait pas. J'aimerais bien gagner, mais je ne sais pas, voire je suis plutôt en train de perdre. Et cette incertitude, c'est quelque chose qu'on travaille en psychologie, hein. Il y a beaucoup de psychologues du sport qui travaillent justement cette notion d'incertitude. C'est ce que font, c'est ce qu'ont du mal justement les petits gamins, entre guillemets, vous savez, qui gagnent tout là, les champions de ligue, etc. Puis un jour, ils se rendent compte qu'ils perdent, ils sont pas habitués à l'incertitude et du coup, ça les saoule. Du coup, eux, ils aiment bien gagner, donc c'était pas un match à la loyale, hein, ils gagnaient facilement, et là, ils se rendent compte que c'est plus difficile. Donc cette notion d'incertitude, c'est un gros travail psychologique à faire. Il faut être capable de gérer l'incertitude. On ne sait pas ce qui va arriver et on lâche prise. Donc du coup, soit on lâche prise, ou soit on met des objectifs qui ne dépendent que de nous. C'est parce qu'on a un objectif qui ne dépend pas de nous qu'on n'a pas de confiance en nous. Je veux gagner le match. Ouais, mais ça ne dépend pas de nous. Donc du coup, c'est compliqué. Donc revenir sur des objectifs de maîtrise. Je ne sais pas si je vais gagner le match, par contre je suis capable de respirer, d'avoir la bonne attitude et de me battre quoi qu'il arrive. Ça, c'est un objectif que je peux maîtriser et que je peux faire tout seul. Et à partir de là, tant pis si on perd le match, tant pis si on joue mal, le niveau de jeu, ça ne dépend pas de nous non plus. S'il y a plein de gens qui me disent « Ah ouais, mais quand même Maurice, mon niveau de jeu, ça dépend de moi ». Non, ça dépend pas de nous. Il y a trop de facteurs difficiles à gérer. Donc du coup, on se concentre sur ce qu'on sait faire qui dépendent que de nous. Wouh, je crois que je me rappelais pas avoir fait une vidéo aussi longue. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai donné toutes les bases que je connais, tout ce que je sais sur la confiance en soi. N'hésitez pas si j'ai oublié des trucs ou si vous voyez autre chose ou si vous êtes en désaccord à mettre un commentaire s'il vous plaît, c'est très important pour moi, j'adore avoir des retours. Donc faites-moi un feedback de la vidéo s'il vous plaît. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, ayez confiance en vous, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.